Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très attendu. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à Yvan Sultan, à qui je dis avant tout Boker Tov. Yvan. Boker Tov. Alors, Vous Yvan, m'entendez? tu es donc goulettois et tu vas nous parler aujourd'hui de la goulette en Tunisie, sujet très attendu. Nous dire où se trouve la goulette en Tunisie par rapport à Tunis. Alors, la Goulette est en banlieue de Tunis et se trouve exactement à 8 kilomètres de Tunis. Et la particularité, c'est que c'est une des plages les plus proches de Tunis, puisque Tunis même n'a pas de plage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Méditerranée, qui s'appelle Golfe de Tunis à ce niveau-là, euh, Tunis n'est pas au bord de la Méditerranée, si on peut dire. Donc, pour arriver à Tunis, on était obligé de passer par un goulet, et c'est pour ça d'où le nom Goulette. Et ce goulet est constitué de la ville de la Goulette. Donc tous les bateaux qui rentraient à Tunis passaient par la Goulette en fait avant d'arriver à Tunis. Et la Goulette est une ville qui est située entre deux mers, entre le golfe de Tunis et la mer Méditerranée et le lac de Tunis. C'est donc une bande étroite et sur laquelle il y aurait une seule route qu'on appelait autoroute, mais enfin c'était vraiment un bien gros mot, et surtout desservie par ce qu'on appelle le TGM, c'est très important le TGM, T comme Tunis, G comme Goulette, M comme Marsa. À l'époque, c'était un train qui était blanc, mais il est plus blanc maintenant. Et donc, il desservait les trois communes, Tunis, Goulette, Marsa, aller-retour systématiquement. Voilà. Alors, si je te dis le 17 juillet 1947. Alors, 17 07 47, c'est ma date de naissance, tout simplement. Alors, ça a été bien repris par tes frères parce que justement, dans un chapitre sur la famille, tu relates un petit peu la fratrie que tu vas nous présenter maintenant, parce que la grande richesse des Goulettois, mais également des Arianais, c'est que personne n'était appelé par son prénom. Oui, là, il y a toute une gamme de surnoms que chacun prenait à son compte ou non, qui acceptaient ou qui n'acceptaient pas, mais c'était comme ça. Ils étaient beaucoup connus par leurs surnoms. Et les surnoms étaient monnaie courante en Tunisie, bien sûr, mais à la Goulette surtout, où on savait que Vito, c'était celui-là, Ganouche, c'était celui-là, Kakino, c'était celui-là, etc. Voilà. Et Alors, donc, dans la voilà, fratrie, on commence par Georges, qui est Jojo. voilà, Georges qui est Jojo, voilà. Ensuite, on a Gilbert qui est Zizi. Bah, malheureusement, ça vaut grand-chose en Tunisie, quoi. Jacques et Jaco, bon, ça c'est facile. Roger qui est Régo, c'est ça pourquoi. Ma sœur Danielle, elle n'avait pas de surnom, donc Daniel, c'était Daniel. Et puis moi, qui ai eu comme surnom Pablo, qui a été donné par un de mes frères et qui a été comme ça reconduit d'année en année. Voilà. Alors, je fais un petit coucou à ta sœur Danielle, qui n'appréciait pas qu'on écrive son prénom avec un seul L. Voilà, c'est ça. Alors elle voulait, bon, je crois que c'était avec un seul L qu'elle en voulait deux ou l'inverse, j'en sais rien, mais elle n'était pas contente de l'orthographe de son prénom. Voilà. Alors, dans cette famille où il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de non-dits. Et j'en veux pour exemple le petit frère Richard, dont tu n'as jamais su en fait réellement ce qu'il était devenu. Tu l'as compris par des absences, mais ça fait partie des non-dits de la famille. Un des nombreux non-dits de la famille, hein, puisque là, disons que la communication n'était pas quelque chose de très courant dans la famille. Il fallait vraiment demander, et même quand on demandait, on n'avait pas toujours des réponses satisfaisantes. Donc, on imaginait, si je peux dire, quoi. Et donc, effectivement, ce petit frère que j'ai eu, dont je n'ai jamais su ce qu'il était devenu, on m'en a jamais parlé, je savais qu'il y a eu quelque chose, mais point final, quoi, c'était fini. En fait, on partait du principe, il est trop petit pour comprendre. C'était la phrase courante, classique, chaque fois que on discutait, que je demandais, non, non, tu es trop petit pour comprendre, tu es trop petit pour comprendre. D'où le manque de communication. Et un des éléments d'ailleurs qui m'a conduit à écrire donc mon itinéraire, parce que je voulais vraiment communiquer, j'avais un besoin de communication qui m'avait frustré toute ma jeunesse.
Alors, il y a aussi un paragraphe sur les grands-parents. Ta grand-mère qui souhaitait une deuxième fille pour être nommée, mais qui n'eut pas cette chance, d'une part parce que ce fut un garçon, et deuxièmement, malheureusement, elle disparut avant la naissance. Oui, oui, parce que bon, là, on connaît la tradition, donc les premiers-nés portaient le prénom des parents paternels et les seconds des parents maternels. Malheureusement, c'est ma grand-mère paternelle, mais c'était comme ça, j'avais une seule sœur. Elle avait malheureusement disparu avant la naissance de ma sœur, donc elle n'a pas jamais pu être nommée. Elle n'a Voilà, pas été nommée. en Alors, vivant. dans les prénoms, ta mère aussi, on l'appelle Gigi, mais en fait, elle s'appelait Eugénie. Gini, pas Gigi, Gini, G-I-N-I. Gini, pardon. Eugénie, Ginette, Eugénie, d'ailleurs, bon, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je vais demander un extrait de naissance parce que on demandait à Nantes, et Nantes, il y en a qui connaissaient sous la Ginette, il y en a qui connaissaient Eugénie. Ils m'ont dit alors, c'est Ginette ou Eugénie. Alors, voilà, c'était vraiment un flou, et j'ai eu beaucoup de problèmes pour chaque fois que je demandais un extrait de naissance pour savoir quel était le prénom à mettre pour ma mère pour ne pas avoir de problème avec l'administration, quoi. Alors, on va revenir un petit peu à tes liens avec ta maman parce qu'ils ont été très, très proches. Mais on va déjà parler de ton papa qui malheureusement a disparu trop tôt. Alors, Oui. ton père, vas-y, tu vas nous présenter ton papa. Alors, mon père, bien sûr, je l'ai présenté donc dans le tome 1 sur la goulette. Et après, donc, peut-être qu'on en Le reparlera tome plus tard. 4, mais on en parlera plus tard. Et donc, un tome spécifique lorsque j'ai rapatrié ces restes de Tunisie en Israël. Mon père était vraiment quelqu'un de religieux, mais vraiment très tolérant. Et il ne voulait jamais qu'on fasse la moindre critique sur les gens qui ne respectaient pas comme il fallait, si je veux dire, la religion. Un exemple, à Pessah, quand on attendait de sortir du pain asile pour prendre du pain normal, beaucoup de voisins sortaient déjà avant même la fin de Pessah, achetaient une baguette déjà pour aller chez eux avec la baguette, tout ça. Quand on dit ça, mon père, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, motus et bouche cousue, on n'avait pas le droit d'émettre la moindre objection sur ceux qui ne respectaient pas la religion. Donc, lui ne nous a jamais aussi non plus obligés à suivre la religion. Bon, on savait que ceci, cela, mais en fait, il faisait la religion de son côté, si je peux dire, et on savait que, bon, il y avait les Shabbatot, bien sûr, qui étaient respectés, etc. Mais chaque fois qu'il y avait, allez, tiens, on ne doit pas se baigner aujourd'hui, mais attends, le fils du rabbin se baigne aujourd'hui, on s'en fout, le fils du rabbin, vous ne venez pas aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Pour Again, pour la semaine d'Again, Shabéav. Eh ben, vous le savez, hein. Enfin, De toute façon, la mère, je disais dans mon livre, la mère était toujours agitée à ce moment-là, donc on n'avait pas trop envie de se baigner. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. en fait, il respectait très très bien pour lui, il appliquait tout, mais en fait, il avait l'ouverture d'esprit des thunes de l'époque. Parce que ça Exactement. a bien changé depuis, mais des thunes de l'époque. Exactement. Hein. Et alors, il y a un très beau paragraphe sur, parce qu'il était Hazan de la choule de la Goulette. Et il De y la- a, hein, c'est ça. C'est ça, Et oui. tu parles de ton frère à qui ton père avait permis et autorisé de sonner le chauffard et qui eut une panne. En fait, avant les fêtes de Rosh Hashanah, mon père a porté plusieurs chauffards à la maison, puisqu'il s'exerçait. Il les mettait dans un tiroir et tour à tour, quand on était petit, on essayait chaque fois chacun un chauffard. Et un de mes frères faisait tellement bien le chauffard, il faisait même des chansons de Sidney Bechet, de machin, il savait très bien faire tout. Et bien sûr, il connaissait très bien tout ce qu'il fallait faire à Kippour pour que les gens arrêtent de jeûner, pour marquer la fin de Kippour. Et il savait très bien faire toutes les notes. Et donc, mon père, au moment précis où tout le monde attendait avec impatience la fin du jeûne de Kippour à la synagogue, avait gentiment passé le chauffard à mon frère pour qu'il libère les fidèles. Et puis, mon frère, malheureusement, a une panne sûrement émotionnelle qui l'empêcha de sortir la moindre note. Alors, tous les fidèles se posaient la question, alors, ils viennent ce chauffard. Du coup, mon père a repris le chauffard et a lui libéré les fidèles. Alors, il y a de très beaux souvenirs. En fait, c'est un livre de souvenirs. Tu relates le Seder de Pessah où les voisins venaient et ceux qui ne savaient pas lire, en fait, tout le monde se réunissait. Les portes étaient ouvertes à la Goulette.
portes, et c'était par les fenêtres aussi. Les gens étaient dans la ruelle, la petite ruelle où on habitait. Heureusement qu'il faisait toujours très beau. Donc, ils écoutaient tout. Il y avait une énorme table dressée, des chaises qui étaient rajoutées, les voisins qui amenaient des tables avec eux, pour écouter toute la gada de Pessah, quoi. Et alors, les fenêtres étaient tellement ouvertes que le libraire vendait via sa fenêtre. Alors ça, c'est autre chose. C'était bon, Mais c'est un très disant, beau souvenir. bien sûr, puisque chaque fois, dans le chemin de mon domicile à l'école complémentaire, donc de la Goulette où j'allais, chaque fois qu'on avait besoin de fourniture, on allait chez un libraire qui vendait tout par la fenêtre. Donc on l'appelait la fenêtre, puisque tout passait par sa fenêtre, les crayons, les machins, etc., etc. Et il vendait tout par la fenêtre. Donc on disait, est-ce que tu allais à la fenêtre acheter des crayons? Est-ce que tu allais à la fenêtre acheter des gommes? Alors, il y a également un chapitre très touchant sur les oncles, les tantes, les cousins, parce que, en fait, tout le monde aimait bien se retrouver chez vous à la Goulette. Ah, c'est sûr, oui. Parce qu'effectivement, bon, soit ils habitaient Tunis, soit l'Ariana quand même, mais en fait, en été, disons que tous les Tunisois, les cousins tunisois, venaient à la Goulette, on faisait un peu de place dans la maison, nous et puis ma tante qui habitait pas loin de chez nous aussi, hein. Et donc, ils se partageaient entre les deux appartements, ceux des Tunisois, pour pouvoir passer les étés à la Goulette, quoi. Alors, à l'Ariana, c'était ton oncle maternel. C'était mon oncle maternel, le frère de ma mère, oui. Est-ce à dire que la famille de ta mère était originaire de l'Ariana? Oui, en partie, oui, puisque là, les autres, les cousins sont tous nés à l'Ariana, les fils de mon oncle Cohen qui habitait à l'Ariana, eux sont arianais, quoi. Alors, tu évoques ton cousin Armand Fréois avec Oui, beaucoup de sensibilité et tu présentes également un arbre généalogique, oui, arbre succinct de oui, la famille proche. oui. Alors maintenant, on arrive à la rue du Limousin. Parle-nous un peu de de la ruelle. La ruelle, oui, la rue du Moulin, on appelait à la ruelle parce que, bon, d'abord, elle était très courte, quoi. Elle est pas... Ensuite, c'était donc une rue sur laquelle ne passait aucune voiture pratiquement, puisque les trottoirs étaient hauts des deux côtés de la rue. Bon, on pouvait les prendre. D'ailleurs, en face, on avait un monsieur qui était couturier qui recevait de temps en temps des gens, et les voitures des gens entraient dans la ruelle pour se garer à côté. Et ensuite, quand mon frère a eu sa voiture, il garait la voiture aussi dans la ruelle. Mais sinon, ce n'était pas du tout passant. Ce qui faisait que la ruelle, c'était plutôt ben, un terrain de jeu. On jouait surtout au volley, au tir à l'arc, tout ce qu'on voulait, parce qu'il y avait pratiquement aucune circulation, quoi. Mais en fait, il y avait très peu de rues. D'ailleurs, tu présentes un plan approximatif de la Goulette vers 1960. Il y avait la grande rue principale et, dans mon souvenir, une rue parallèle de chaque côté. Et puis de l'autre côté, c'était la mer. Non, il y avait quand même deux grands axes importants. Un axe, disons, routier, si je peux dire, qui était la rue Paul Doumer, qui s'appelait après avenue Abbé Bourguiba, Oui, et l'axe où il y avait tous les cafés, restaurants, etc., qui s'appelait l'avenue Franklin Roosevelt, et là qu'on n'a jamais osé débaptiser, parce que Franklin Roosevelt, bah, il ne fallait pas débaptiser l'avenue Franklin Roosevelt. Et donc, alors, c'est là où, disons, qui était d'ailleurs en sens unique en été, à double sens les autres fois, mais elle était très peu fréquentée, sauf pour les gens qui s'arrêtaient à des cafés ou qui habitaient là-bas, bien sûr. Mais c'est vraiment la rue où il y avait tous les restaurants, Vichy, les cafés, Lucullus, le café vert, etc., le café etc. vert. Le Voilà, café tout était. vert est une entité. D'accord? Voilà, Et en fait, vous, enfants, les jeux se passaient dans la rue. tout était dans la rue. Non seulement les jeux, mais on vivait dans la rue pratiquement, quoi. On vivait dans la Tout rue, à fait. on Et se racontait des quand tu arrivais de l'école, ton goûter était prêt, c'était pain au chocolat ou pain harissa ou pain à huile et sucre. selon le cas, et tout, même le goûter, on le prenait dans la rue, en jouant au foot et tout ça, quoi. Donc, c'est pas, voilà. Alors, Tout pour se le passe. goûter, il faut pas oublier les fourmis quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, il y a également un chapitre où tu relates ton attachement et l'attachement de tes frères et sœurs également à votre chatte. Ah oui. On a vécu pratiquement tout le temps avec elle, quoi. La chatte. Et puis, bon,
il y avait qu'un seul de mes frères qui l'approchait, qui l'a caressé, tout ça, parce qu'elle était un peu sauvage, hein. On l'aimait bien, mais on s'approchait pas trop d'elle, sauf mon frère, quoi. Et puis voilà, donc elle était dehors la plupart du temps, mais elle avait son endroit à l'intérieur de la maison, etc. Donc, C'est on avait... une chatte des rues qui est devenue très bourgeoise puisqu'elle a déménagé avec vous sur Tunis et que vous avez été Oui, obligé de la ramener. voilà, mais elle n'a pas pu s'y faire, hein. Elle n'a pas pu s'y faire déjà dans le passé. Elle s'était embourgeoisée en fait. Exactement, mais elle aimait beaucoup sa liberté aussi. Donc, dès qu'on l'a amenée à Tunis, on savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Et donc, on l'avait ramenée à la Goulette, euh, même pas une semaine après, quoi. Donc, je dois dire que le trajet Goulette-Tunis, quand on l'avait amenée avec mon frère qui avait sa voiture, était affreux parce qu'elle bougeait sans arrêt dans la voiture. Ça faisait peur d'essayer d'attraper, mais elle allait sur les potes de mon frère qui conduisait, partout, etc. Elle était complètement affolée, quoi. Et donc, elle est revenue à la Goulette parce que, en habitant Tunis, on n'avait pas laissé tomber l'appartement de la Goulette. On y allait souvent et puis il fallait quand même y aller pour l'été. Alors, on va revenir un petit peu à la vie de ton père, qui est donc le chef de famille, qui était comptable et qui en fait avait deux emplois, c'est-à-dire qu'il travaillait à Tunis, mais il tenait aussi la comptabilité du cinéma Rex, qui est aussi un monument à la Goulette. C'est clair, oui. Alors, vas-y, tu vas nous en parler. Ben là, disons, on est vraiment nés, nous, dans le cinéma parce que du fait que mon père était comptable au cinéma Rex de la Goulette, qui était le cinéma le plus important à partir de 1956, l'année de son ouverture, on avait droit à aux entrées gratuites au cinéma. On avait une carte qui s'appelait carte, le nom fils du comptable, et on entrait en présentant cette carte. Et puis d'ailleurs, la personne qui surveillait l'entrée du cinéma, qu'on appelait le Hajj, que c'était un musulman qui avait vraiment dû faire le pèlerinage Hajj, Ouais. et il nous connaissait, donc il nous laissait entrer sans problème, quoi. Et en plus, on trichait un petit peu de temps en temps, parce qu'on faisait entrer des copains, je passais la carte Vous passiez la de carte. Mais alors, tout. ce qui est très drôle, on a du mal à s'imaginer. Aujourd'hui, c'est impossible. Les parents, quand ils décidaient d'aller au cinéma, jamais le samedi soir parce que il y avait trop de monde et que ça, ça coinçait deux places. Il fallait leur réserver les places la veille. Exactement. Oui, on allait et puis on disait, ils donnaient C2, C3. Bon, voilà. Mon père et ma mère prenaient toujours les mêmes places quand ils allaient. C'était deux rangées avant la fin au fond, quoi. Et puis, quand j'arrivais, j'ai deux places pour mes parents. Ils savaient très bien lesquelles c'était, quoi. Et on Mais essayait de. jamais pour un western parce que ton père n'aimait pas, ça servait à rien de voir les chevaux courir. Exactement. Mon père n'aimait pas les westerns. Voir des cheveux courir, ça ne me dit rien, quoi. Alors, les fêtes juives à la Goulette. Donc, bien sûr, on a bien compris, les portes étaient ouvertes. Portes et fenêtres étaient ouvertes. D'accord? En fait, est-ce qu'il y avait beaucoup de voisins qui venaient ou est-ce que c'était surtout la famille et les voisins étaient le deuxième cercle? Ah, en été, disons, bon, il y, a- il y avait les goulettoirs, ce qu'on appelle dans le livre les goulettoirs d'été, c'est-à-dire ceux seulement qui venaient pendant l'été. Effectivement, qui remplissait bien la goulette. Et c'était 4 ou 5 fois la population des goulettois d'hiver, quoi. Et eux étaient assimilés aussi bien que les autres sans problème, quoi. Surtout que parmi eux, il y avait quand même notre propriétaire qui habitait au 3, au du Limousin, la qui habitait au 1, et qui venait lui que l'été aussi. Donc voilà, il fallait le respecter. D'ailleurs, une anecdote, c'était à Monsieur Cohen, et de temps en temps, dans la petite synagogue qui était à côté de nous, ils avaient besoin d'un Cohen, et ils se cachaient pour ne pas être recherchés, parce qu'ils ne savaient pas faire la prière des Cohen, en fait. Ils n'étaient pas du tout. Alors là, surtout, personne ne dit qu'il y a un Cohen qui est pas loin. En fait, Et donc, quelque part, on peut dire qu'il y avait les vrais goulettois et les faux, ceux de l'été, qui passaient quand même ah, 3 mois parce que les vacances scolaires, c'était 3 mois à l'époque. bien sûr, même un peu plus, mais enfin bon, au moins 3 mois. Oui, en tout cas, Rosh Hashanah, Kippour, il passait à la goulette. Parfois même Sukkot en fonction des dates des fêtes. Alors maintenant, la vie à la goulette, mais la ville de la goulette, avec les différentes communautés. Parce que, à te lire, tout le monde vivait dans une convivencia. Il y avait d'ailleurs des quartiers. Il y avait la partie juive, la Coulette Casino était majoritairement juive. Il y avait la Piccola Sicilia, la Goulette Vieille.
Rares étaient les familles qui débordaient sur Goulette Casino. Et puis, en fait, le facteur, par exemple, qui amenait du courrier qui venait d'Israël, vous n'étiez pas gêné. Enfin, c'est bien longtemps après que vous avez réalisé en disant qu'il se mettait en danger, en disant il y a du courrier de Tel Aviv. Oh, oui, c'est pas, c'était en 56, et bon, c'était la France, encore la Tunisie, pratiquement, avant l'indépendance. Bon, et le courrier marchait normalement entre Israël et la Tunisie. Et Hamouda, qui était notre facteur donc musulman, il n'avait aucun problème à crier très fort, Sultan, une lettre de Tel Aviv, Sultan, une lettre de Tel Aviv, il apportait le courrier sans aucun problème. Alors, quant aux communautés, là, puisque la question a été abordée, euh, moi, je ne sais pas dire déjà des très jeune à l'époque, mais à la Goulette, il y avait d'ailleurs trois Goulettes, c'est surtout Goulette Neuve, la rue du Moulin, c'est Goulette Neuve, il y avait pratiquement que des Juifs qui y habitaient. Les seuls musulmans qui étaient là étaient les commerçants, les épiciers, qui étaient arabes et qui, en principe, dormaient pratiquement dans une chambre annexe à leur épicerie, où il y avait aménagé des lits, etc. On les appelait les Djerbiens, parce que la plupart venaient de Djerba, mais il y avait, chacun vivait sa vie, mais moi, je n'ai jamais connu de mélange entre les communautés différentes. Maintenant, moi, j'entends dire, oh, on vivait très bien à l'époque, entre les communautés, il n'y avait pas de racisme, il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait des Maltais, des Français, etc. Et tout se passait bien. Certes, mais tout le monde vivait dans son quartier. Chacun, il y avait rue du Limousin, il n'y avait aucun Arabe n'habitait à la rue du Limousin. Et puis la rue d'à côté, la rue Hamda Pacha, la rue Djamor, il y a que des Juifs. Donc on ne sait pas ce que c'est que vivre avec d'autres communautés. Et il y avait effectivement ce qu'on appelait la Petite Sicile, qui était le quartier chrétien. La seule fois où on allait là-bas, c'était lorsque le 15 août, on sortait la Madone dans les rues de la Goulette, on suivait le parcours de la Madone et on allait à la Petite Sicile. Alors, je dis la seule fois, non, il y avait une autre fois, c'était la fois où il y avait un match de boxe entre un juif français qui s'appelait Alphonse Alimi et un Sicilien qui s'appelait D'Agata. Et lorsque Alphonse Alimi était champion du monde en battant D'Agata, on est allé manifester dans le quartier de la Petite Sicile en criant Vive les Juifs, vive la France, vive Alphonse Alimi. D'ailleurs, après, ils ont eu leur revanche, le D'Agata a pris sa revanche après. Mais c'est tout, c'est sympathique, il n'y avait vraiment aucune tension entre les communautés, c'est clair. Hein. Alors, il y avait une seule famille sicilienne qui habitait votre quartier, qui était amie avec ta maman, la femme, qui attendait un bébé et qui aurait aimé avoir une deuxième fille. Et elle dit, ta mère lui dit, ça sera peut-être une fille. Elle lui répond, Madame Sultan, Madame Bia. J'ai trouvé ça magnifique. Non, c'est pas tout à fait ça. C'était une C'était pas une Maltaise. grossesse, c'était un de ses fils qui avait ramené une fille. Non, non, c'est pas ça. C'était, la voisine était notre voisine de palier, c'était une Maltaise qui était mariée avec un Français. Et d'ailleurs, c'était les premiers, après la guerre de Bizerte en 61, à être rapatriés, parce que, eh ben, ils étaient français, donc on leur avait confisqué leurs armes et on les avait expulsés vers la France. Mais elle avait quatre garçons, en fait. Et à un moment donné, il y a ma tante qui s'appelait Madame Ada, A2DA, et qui avait vu une petite fille dans la rue, et elle a demandé à Madame Masclé si c'était sa fille. Et elle lui a répondu, c'était, il y avait aussi un jeu de mots, Madame Ada, Mada Bia. Donc, elle s'appelait Madame Ada maintenant, elle n'a jamais eu de Alors, fille. En fait. Yvan, l'école à la Goulette, parce que l'heure qui nous est impartie avance, comment se passait L'école. l'école? En tout cas, pour toi, très bien, je crois. Ben bon, sauf que, disons, j'ai échoué dès mon entrée à l'école, si je peux dire. Parce que en fait, comme mon père nous prenait bien en main chacun, et il voulait qu'on soit vraiment très fort par rapport aux écoles, etc., je savais lire et écrire avant même de rentrer en école maternelle. Donc, à 5 ans, on a essayé de me faire rentrer en CP à 5 ans, et j'ai échoué parce que on ne pouvait pas rentrer avant 6 ans. Voilà. Et à Et, partir de là, et- donc, et l'humour des frères, il a échoué avant même de commencer. exactement. Et alors, un de tes frères aînés décide, parce qu'il n'y avait pas de lycée, donc de t'amener à Carnot, à Tunis, avant même d'avoir déménagé à Tunis, hein, et de Oui, rentrer en quatrième à Carnot.
Parce qu'il me disait, bon, en fait, en troisième, il avait peur qu'il y ait trop de monde qui arrive après parce qu'il fallait passer le brevet en troisième. Il s'est dit, c'est bien qu'on prenne le devant et que tu rentres en quatrième au lycée Carnot. Ne reste pas au complémentaire de la Goulette parce que là, au moins, tu verras avec Carnot qu'il y a des gens beaucoup plus forts hein, il vaut mieux être au niveau en allant là-bas. Et donc, j'ai suis allé demander d'ailleurs un certificat de scolarité au directeur de l'école primaire de la Goulette et il m'a dit non. Il m'a dit non parce qu'il comprenait très bien que je voulais ça parce que je voulais partir, je voulais quitter l'école. Bien Alors sûr. moi, j'étais tout intimidé d'aller lui demander quelque chose. Et en plus, enfin, je lui ai dit, je voudrais cette carte de scolarité. Il m'a dit non. Alors quand j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit, comment non? Alors bien sûr, il voulait parler à mes parents pour essayer d'empêcher son meilleur élève de la classe de quitter l'école, quoi. Voilà. Et Et comment donc en ça s'est quatrième, passé pour toi, Carnot? impeccablement bien, impeccablement Très bien. bien Bon, adapté dès le début? non, parce que j'avais un de mes frères qui était déjà là-bas, mon frère qui est juste au-dessus de moi, avait 4 ans, donc il était là-bas, il y a 4 ans d'écart. Et donc, bon, moi, je me suis très bien, très bien et très vite intégré. Et j'ai très vite retrouvé aussi même ma place parmi les premiers de la classe, quoi, si je fais dire. Et alors, il y a un très beau chapitre sur tout ce qui est nourriture, parce que ta maman était, Zechronah Livracha, une excellente cuisinière, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y avait toutes les spécialités. Bon, Excepté l'œuf au plat. hein? Excepté l'œuf au plat. Oui, alors ça, c'est vrai on n'arrivait pas à comprendre comment une si fine cuisinière comme ça pouvait ne pas avoir des œufs au plat complets, quoi. Alors, quand il y avait un des œufs au plat qui s'est cassé, moi, je le prenais, hein, ça m'est égal. Quand il y en avait deux, elle était plus embêtée, comme. Et Voilà. donc, nous allons avancer parce qu'il nous reste, Zoom vient de me prévenir qu'il nous reste peu de temps. Les départs approchent. Les départs approchent. Bon, bon, de toute façon, on devait partir, c'est clair, net et précis. Déjà, pourquoi? Parce que mon père voulait absolument qu'on fasse des grosses études, et c'est pour ça il n'avait pas suivi sa sœur quand elle a fait son alliance en Israël après l'indépendance d'Israël, parce qu'il disait qu'en Israël, c'était plutôt des gens qui travaillaient sur la terre, alors que lui, il voulait qu'on soit des intellectuels. Donc, qui dit intellectuel dit qu'on ne pouvait pas rester en Tunisie parce que pour présenter les concours d'entrée aux grandes écoles, il fallait faire des études supérieures. Donc déjà, en 61, mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, qui passait en maths spé, une école de mathématiques spéciale avait ouvert exprès au lycée Carnot de Tunis, mais comme il y a eu des événements de Bizerte, il a dû partir, il est rentré après les événements de Bizerte vers novembre et partir dès le mois d'avril-mai à Paris. Et on savait que chacun allait petit à petit partir en France. Et comme c'était déjà quand même pas mal surveillé, les Tunisiens ne voulaient pas qu'on quitte la Tunisie, on est allé un par un ou un, deux, etc. Voilà, pour tous se retrouver en 62 en France. Et enfin, est-ce que, parce qu'on va laisser quand même le reste pour le tome 2, Oui, parce que tu seras amené à développer le tome 2, puis le tome 3, car, chers amis auditeurs, je vous annonce qu'il y a 4 tomes. En fait, 3 tomes réservés aux souvenirs personnels d'Ivan Sultan sur la Goulette et sa vie après, puisque vous découvrirez au fur et à mesure. Et le 4e tome est un devoir de mémoire, car Yvan a tenu à rapatrier la dépouille de son papa, donc les restes de son papa qui est décédé en 59, en Israël. Kol hakavod pour ce devoir de mémoire. Pour revenir à ce tome 1 de La Goulette, je dois avouer qu'il y a de très très belles photos que nous ferons passer dans un atelier qui est prévu dans le cadre de l'atelier Kalita que j'anime avec d'autres amis dans quelques semaines. Et donc, Yvan nous permettra de faire un PowerPoint, n'est-ce pas, Yvan? On va quand même dire quelques mots de cette arrivée à Paris qui a été quand même difficile pour ta maman et tes frères, surtout pour ta maman. clair, c'est clair. C'est clair. Bon, donc, ma mère avait perdu son mari en 1959 et donc en 62, elle s'est retrouvée en France avec ma sœur et en fait, dès qu'on est arrivé à Paris, on était
éparpillés, chacun de son côté. Et malheureusement, en fait, on devait déjà habiter dans une HLM qu'un de mes cousins avait bien préparé, mais malheureusement, il y a toujours du retard dans ces cas-là, ce qui fait à la rentrée 62-63, je me suis retrouvé interne au lycée Henri IV, ma sœur s'est retrouvée interne à lycée de Versailles, ma mère s'est retrouvée chez une de mes tantes qui était déjà en France, euh, mes frères étaient chez les cousins, enfin, on était éparpillés un peu partout, et en plus, malheureusement, c'était un des hivers les plus rudes Oui. très connu, c'était l'hiver 62-63, beaucoup de gens devraient s'en souvenir. Eh bien, Yvan, je te remercie pour avoir évoqué tes souvenirs de la goulette. Merci, Yvan. Merci Monique, c'est à toi que je remercie. Merci Kalita et merci Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.